En 1989, les frères Menendez massacrent leurs parents. C'est l'exemple même de ces enfants riches qui tournent mal. Vous pouvez posséder toutes les richesses du monde et n'avoir aucun sens moral. L'accusé a dit « Et triple, ce gros lard coulera en moins de 2. » Ça ne lui faisait rien de voir le sang de sa mère. Police secours, il y a un type par terre. Il a l'arrière du crâne qui saigne. Quand vos parents sont très riches, vous pouvez vous croire tout puissant, auquel cas vous courez à la catastrophe. Bienvenue dans les enquêtes de I, ces enfants riches qui tuent. Daphné Abdella ne naît pas avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais en mai 1982, elle est adoptée par des parents fortunés. Sa mère venait de Paris, elle était mannequin, et son père était un homme d'affaires israélien. Ils avaient beaucoup d'argent et vivaient dans un appartement somptueux. Le Majestic donne sur Central Park. C'est un immeuble de millionnaires. Pour y acheter un appartement, il faut avoir au moins 2 millions sur votre compte en banque. Malgré tout cet argent, Daphné s'attire des ennuis. Ils avaient beau la couvrir de cadeaux, elle a commencé à boire et à se droguer très tôt. Elle est partie en cure de désintoxication alors qu'elle n'avait même pas 15 ans. Et elle s'est fait renvoyer de Loyola, un lycée jésuite très prestigieux. Il n'y avait que son avis qui comptait. Elle se fichait des autres. De toute évidence, cette gamine a des problèmes. Tous ses camarades disent la même chose. Elle fait un peu garçon manqué. Elle porte des vêtements larges. Elle est un peu complexée parce qu'elle a quelques kilos en trop. Bref, c'est pas une gamine facile. Et ils préfèrent l'éviter. Du coup, ça les surprend vraiment de la voir traîner avec Christopher. En 1997, Daphné sympathise avec un garçon assez réservé, Christopher Vasquez. Tous les opposent. Christopher vient d'une famille d'ouvriers aux revenus modestes. Il vit dans l'Upper East Side, à savoir le Harlem Latino, au 5e étage d'un HLM. Daphné, elle, vit à côté de Central Park. Elle a un portier et beaucoup d'argent. Les deux adolescents se retrouvent souvent l'après-midi pour traîner en ville et faire du roller dans Central Park. C'est d'ailleurs le cas le 22 mai 1997. Mais ce soir-là, selon les rapports de police, Daphné ne rentre pas chez elle. À minuit 49, Angelo Abdella décide d'appeler la police. Son père se fait un sang d'encre parce qu'elle est introuvable. Le père accueille les policiers dans l'entrée de l'immeuble. Le portier leur indique alors avoir vu Daphné dans la buanderie. C'est donc là qu'ils vont la chercher. Ils trouvent Daphné et Christopher nus, en train de se nettoyer près d'un évier parce qu'ils sont couverts de sang. Les policiers leur demandent pourquoi ils sont couverts de sang. Ils disent qu'ils sont tombés en faisant du roller. Or, ils ont effectivement des égratignures qui peuvent expliquer tout ce sang. Pour la police, l'affaire est close. Daphné remonte chez elle et la mère de Christopher vient chercher son fils. Mais une demi-heure plus tard, les secours reçoivent un appel étrange. Une jeune femme prétend avoir aperçu un corps dans le lac de Central Park. Bien entendu, le standard affiche la provenance de cet appel. Les policiers sont étonnés de voir l'adresse qui s'affiche. C'est à l'angle de Central Park West et de la 72e rue. Et c'est le même nom que la disparition signalée un peu plus tôt. Une sacrée coïncidence. C'est Daphné qui vient d'appeler les secours pour leur indiquer qu'il y a un corps dans le lac de Central Park. La police retourne donc au Majestic. À ce moment-là, l'adolescente de 15 ans les mène à un belvédère au bord du lac et leur montre un corps. J'ai été inspecteur pendant 20 ans et je n'oublierai jamais cette affaire. Le corps était mutilé. Le visage était lacéré de la bouche aux oreilles. On lui avait coupé le nez. Il ne tenait plus qu'au cartilage. Il avait reçu des coups de couteau à la poitrine. Il avait le poignet presque sectionné, le ventre ouvert et les intestins qui pendaient. Bien 6 mètres d'intestin. C'était un crime violent, brutal
et plein d'animosité. Selon les rapports de police, Daphné se met alors à crier « J'ai essayé de t'aider, je t'ai fait du bouche à bouche ». Les policiers décident d'emmener la jeune fille au poste pour l'interroger. Elle accuse alors Christopher d'avoir poignardé la victime. Je suis persuadé qu'elle savait ce qui s'était passé. Elle donnait des détails très précis. C'était évident qu'elle avait participé au crime. En mai 1997, l'agent immobilier Michael McMorrow est poignardé dans Central Park. Deux adolescents de 15 ans, Daphné Abdella et Christopher Vasquez, sont accusés du meurtre. Un commentaire? Fichez-moi la paix. Ces mutilations étaient très brutales. Et ça semblait incroyable que des adolescents soient capables d'un tel carnage. Christopher et Daphné plaident tous les deux non coupables. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une adolescente qui est morte de peur. Elle est très jeune et c'est terrible d'être accusée d'un crime horrible que l'on n'a pas commis. Selon les proches de Michael McMorrow, celui-ci avait l'habitude d'aller à Central Park les jours fériés. Il jouait au softball. Il sortait du boulot côté ouest du parc. Il se rendait aux Strawberry Fields, où il retrouvait les mêmes amis depuis 20 ans. Il buvait un coup avec eux, puis traversait le parc pour rentrer chez lui, dans l'East Side. L'enquête indique que Michael quitte ses amis vers 23 heures. C'est alors qu'il croise Daphné et Christopher, tous deux ivres. Or, Michael connaît bien Daphné. Ils vont aux mêmes réunions des alcooliques anonymes. Ils décident donc de prendre un dernier verre ensemble. Ils s'installent sous le belvédère, face au lac, et ils boivent des bières. À un moment donné, on ne sait pas trop quand, Daphné raconte que Michael l'enlace et qu'ils commencent à s'embrasser. Mais ce n'est pas un baiser fougueux, c'est peut-être juste un bisou sur la joue. Bref, en voyant ça, Christopher pique une colère. Je précise que c'est la version de Daphné qui raconte que la situation dégénère à ce moment-là. Peut-être que Christopher est jaloux. Peut-être que Daphné s'occupe plus de la victime que de Christopher. Quoi qu'il en soit, quelque chose va provoquer leur colère. Pendant l'audition préliminaire de Daphné, le procureur lit des extraits de sa déposition. L'accusé déclare avoir dit à Chris, le co-accusé, « Étripe-le, ce gros lard coulera en moins de 2 ». Par la suite, Daphné avouera avoir donné un coup de roller à Michael pour le faire tomber. Mais elle continue d'affirmer que c'est Christopher qui l'a poignardé. Je ne comprenais pas qu'on soit capable d'une telle cruauté. Pour moi, c'était incompréhensible. Parce que dans ma famille, nous ne sommes pas des gens violents. Les enquêteurs se sont demandé ce que Michael faisait dans le parc à cette heure-là. Et pourquoi il traînait avec ces deux gamins. Certaines personnes ont dit qu'il était là pour avoir des relations homosexuelles, ou que c'était un pédophile. Mais on n'y a pas cru du tout. On se fichait de savoir le pourquoi du comment et qui l'avait tué. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il était mort et que notre famille était anéantie. Pendant le procès, d'après le New York Times, l'avocat de Christopher accuse Daphné. De leur côté, les Abdella sont prêts à payer le prix fort pour engager le meilleur avocat possible. L'avocat de Daphné s'appelle Ben Brafman. Il est notamment connu pour avoir défendu P. Diddy. Bref, Daphné conclut un marché avec le procureur. Elle plaide coupable, mais pour un chef d'accusation moins grave, à savoir homicide volontaire et non meurtre aggravé. Les gens très riches ont les moyens d'engager des avocats très compétents. Et bien souvent, ils s'en sortent avec des peines moins sévères, voire sans aucune condamnation. Ça ne fait aucun doute. C'est comme ça que fonctionne notre justice. Daphné est condamnée à une peine de 3 à 10 ans de prison. Elle s'arrange également pour ne pas avoir à témoigner dans le procès de Christopher Vasquez. Ses dépositions ne peuvent pas non plus être citées. Son avocat s'arrange pour qu'elle n'ait pas à témoigner pendant le procès. C'est effarant. On ne racontera jamais sa version des faits.
Bref, le procureur de Manhattan se tourne vers Christopher, dont le procès s'ouvre enfin. L'avocat de Christopher ne nie pas la présence de ce dernier lors du meurtre, ni même sa participation. Non, tout ce qu'il nous dit, c'est que c'est Daphné qui a poignardé Michael. Et forcément, comme elle n'est pas là pour dire le contraire... Vasquez n'est pas condamné pour meurtre aggravé, mais pour homicide volontaire. Il n'est pas condamné pour meurtre aggravé. La raison ? Les jurés n'ont pas entendu la version de Daphné. Ils n'ont pas toutes les données du problème. Ceci dit, ils ont bien conscience de la gravité du crime, car Michael a quand même reçu 32 coups de couteau. Du coup, Christopher est reconnu coupable d'homicide volontaire, exactement comme Daphné. Christopher écope de la peine maximale, 10 ans de prison. Il ne nous a pas expliqué la raison de son geste. On aurait voulu comprendre pourquoi on se retrouvait dans cette salle d'audience, pourquoi tout ça nous était arrivé. Mais ce procès ne nous a apporté aucune réponse. Daphné et Christopher sont les seuls à savoir ce qui s'est passé. On ne le découvrira jamais. Les McMorrow ont acheté un banc au dos duquel ils ont gravé le nom de Michael McMorrow et qu'ils ont installé dans Strawberry Fields. Il se trouvait à cet endroit la dernière fois qu'il s'est amusé. Je vais voir ce banc de temps en temps. C'est un lieu où les amis se rencontrent, et c'est ce que Michael aimait par-dessus tout. Profiter de la vie. En 2004, Daphné et Christopher bénéficient d'une libération anticipée pour bonne conduite, après avoir purgé les 2/3 de leur peine. Je sais qu'ils ont été libérés. Je ne sais pas où ils sont. J'espère ne jamais les croiser. Et j'espère qu'ils auront retenu la leçon, que plus jamais ils n'infligeront une telle tristesse à qui que ce soit au cours de leur existence. Daphné Abdella avait tout pour réussir. Je pense même qu'elle avait une situation enviable. Mais elle a tout anéanti. C'est bien la preuve que vous pouvez posséder toutes les richesses du monde et n'avoir aucun sens moral. À l'époque, j'avais des idées bien précises à propos des meurtriers, mais cette histoire m'a fait changer d'avis. Ça m'a fait réfléchir parce qu'au fond, la violence est tout autour de nous. N'importe qui peut être un meurtrier. Il faut imposer des limites aux enfants. Sinon, ils ne comprennent pas que leurs gestes ont des conséquences. Et ils se croient tout permis. Au début des années 1980, l'homme d'affaires Dale Ewell fait fortune dans la vallée californienne. Dale était parti de rien, mais il avait bâti une société d'aéronautique qui était devenue une grande entreprise. Ewell et sa femme, Glee, ont 2 enfants, Dana et Tiffany. Ils vivent dans la banlieue huppée de Fresno. Dale était ravi d'avoir une fille et un fils. Pour lui, c'était la famille parfaite. Il était fou de joie. D'après l'oncle de Dana, ce dernier était un enfant étrange. Il parlait comme un adulte. Même à 10 ou 12 ans, quand on lui parlait au téléphone, on aurait dit un jeune de 25 ans. Grâce à l'argent de ses parents, Dana fait toujours bonne figure. Un jour, il a embouti sa Mercedes, mais Dale lui a racheté exactement le même modèle pour que personne ne soit au courant. C'est la chose à ne pas faire. Ils se disent, quoi qu'il arrive, leurs parents les tireront d'affaire. Et ils se croient tout permis. Il avait tout l'argent qu'il voulait. Il allait au lycée en costume Armani. C'était ses 2 obsessions, l'argent et le pouvoir. Même ses prétendus amis le disaient. Dana était très avide de pouvoir et d'argent. En 1990, Dana part étudier la finance à l'université de Santa Clara. Il y fait la connaissance de Monica Zent, elle-même étudiante. Au printemps 1992, leurs parents se rencontrent le temps d'un week-end dans la résidence de bord de mer des Ewell, près de Monterey. Le samedi soir, ils ont dîné ensemble. Et puis ils ont fait des parties de tennis et ce genre de choses. Le lendemain, le dimanche de Pâques, les Ewell repartent pour Fresno. Quant à Dana et Monica, ils passent la soirée avec les parents de cette dernière avant de retourner à Santa Clara. Mais le lundi, quand l'employé de maison des Ewell vient travailler, elle fait une découverte macabre. Dale, Glee et Tiffany sont tous les 3 morts, abattus de plusieurs balles.
Il s'agit vraisemblablement des Ewell qui habitent dans cette maison. Le corps de Tiffany se trouvait dans le séjour. Elle était face contre terre, les mains sous le corps. Dale se trouvait dans le couloir entre le bureau et la chambre de Dana. Il y avait des journaux par terre à côté de lui. Et Glee était dans le bureau. Elle avait reçu plusieurs balles, alors que Dale et Tiffany avaient chacun reçu une balle à l'arrière du crâne. Le tueur voulait nous faire croire à un cambriolage qui avait mal tourné. Mais l'un de mes coéquipiers a tout de suite vu que c'était une mise en scène. Par terre, on a retrouvé une thé d'oreiller ou un drap rempli d'objets, mais ils auraient été impossibles à revendre. Il y avait des bijoux de fabrication unique, une vieille stéréo. Pas le genre de butin qui attire les cambrioleurs dans ce quartier. D'habitude, après un crime de cette violence, les gens ont toujours peur qu'il leur arrive la même chose. Mais là, quand on écoutait les conversations, c'était toujours la même question qui revenait. Où est Dana ? En 1992, Dale et Glee Ewell, ainsi que leur fille de 24 ans Tiffany, sont assassinés dans leur grande maison. La police n'a pas beaucoup de pistes. Elle interroge donc l'unique membre de la famille qui soit encore en vie, Dana, alors âgée de 20 ans. Je ne comprends pas que mes parents se soient fait tuer. Je ne comprends pas toute cette histoire. Mais ils sont morts. Ce dimanche-là, Dana et sa petite amie Monica ont passé la journée avec les Ewell, avant de retourner sur le campus de Santa Clara, à côté de San Francisco. Dimanche matin, j'ai fait une partie de tennis avec mon père. Puis on s'est tous baladés sur la plage. Il était impassible. On s'attend à plus d'émotivité de la part de quelqu'un qui vient de perdre ses parents et sa sœur. Ce mardi-là, alors que les corps ont été découverts la veille, Dana revient dans la maison de ses parents, accompagnée de son oncle Richard et des shérifs adjoints. Dana n'était pas sous le choc, ni effondrée. Ça ne lui faisait rien de voir le sang de sa sœur, ni de sa mère. Ce n'est pas normal pour quelqu'un qui vient de perdre sa famille. Selon les rapports de police, lorsque la famille se réunit pour la lecture du testament, Dana perd son sang-froid. Mon frère Ben a lu le testament et il a expliqué à Dana, tu récupères la moitié de l'argent maintenant et l'autre moitié quand tu auras 25 ans. Puis tu hériteras de la moitié des biens à 30 ans et du reste à 35 ans. Dana s'est levé d'un bond. Il était furieux. Pourquoi mon père aurait fait une chose pareille? Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, je lui ai dit, toute ta famille vient de se faire tuer et toi tu penses à ton héritage? Le 25 avril, une messe est dite pour Dale, Glee et Tiffany. Nous nous sommes tous recueillis. C'était une très belle messe, compte tenu des circonstances. Dana était très agité et il plaisantait. Il n'avait pas l'air triste. Comment pouvait-il être aussi détaché? Est-ce qu'il y était pour quelque chose? Face à l'attitude de Dana, ses oncles décident de prévenir la police. Ils trouvaient son comportement étrange parce qu'il n'avait pas l'air triste. Mais on avait d'autres pistes que l'on devait également écarter. Par exemple, dans sa jeunesse, Glee avait travaillé pour la CIA. Il fallait étudier cette possibilité. Ils ont examiné les collaborateurs de Dale. Ce dernier était dur en affaires, donc professionnellement, ça ne devait pas toujours bien se passer. On a fouillé toutes ces pistes au maximum, mais en fin de compte, on en revient toujours au b.a.-ba de l'enquête criminelle. À qui profite la mort de ces trois personnes? La réponse est évidente, à l'unique héritier encore en vie, Dana. Dana va hériter d'une fortune de 8 millions de dollars, ce qui fait de lui le suspect idéal, à un détail près. On s'est regardé et on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne la route. Donc on est reparti vers le campus. Le soir des meurtres, Dana se trouve avec sa petite amie à plus de 200 km de Fresno. Il avait un alibi en béton, parce qu'il était à des kilomètres de là. Mais la police continue d'avoir des soupçons. Tout pointait vers Dana. Alors comment avait-il fait? Puisqu'il n'était pas sur place, il avait dû engager un tueur.
Les enquêteurs décident de faire des recherches à Santa Clara. Là, ils trouvent un article récent consacré à Dana. C'était dans le journal de San José. L'article racontait que Dana avait bâti une entreprise à partir de rien et qu'elle valait maintenant des millions. L'article parlait de lui, mais c'était la vie de son père qu'il racontait. Donc, il se faisait passer pour un grand homme d'affaires. Quand il rencontrait des gens, il leur disait qu'il était millionnaire et qu'il serait bientôt milliardaire. Mais ce n'est pas tout. Les policiers vont trouver un autre élément pour le moins troublant. Contre toute attente, Dana s'est lié d'amitié avec un ancien camarade, Joel Radovjic. Ce qui nous a interpellés, c'est qu'ils étaient à l'opposé l'un de l'autre. Dana était très soigné, il aimait l'argent, il conduisait une Mercedes. Joel, lui, c'était plutôt un tir au flanc. Joel termine ses études en décembre 1991, 4 mois avant les meurtres. Au moment de l'enquête, il habite dans la banlieue ouest de Los Angeles où les policiers vont l'interroger. La première fois qu'on l'a interrogé, Joel nous a dit qu'il ne connaissait pas Dana. Il n'était pas au courant de l'affaire et il avait un alibi. Il se trouvait au garage Amrix, dans le quartier de Reseda. Il était catégorique. Vous faisiez quoi? Je regardais la télé, je dépassais les voitures. J'ai passé toute la journée là-bas. L'enquête indique qu'aucun employé du garage n'est en mesure de confirmer l'alibi de Joel. La police va donc le placer sous surveillance. Il a été vu chez Dana. Il a même passé la nuit là-bas. Puisqu'il prétend ne pas connaître Dana, qu'est-ce qu'il va faire chez lui? De toute évidence, il nous cache quelque chose. Les deux jeunes gens ignorent qu'ils sont sous surveillance. Ils ont été vus dans la même voiture. Puis ils sont entrés dans une banque et en sont ressortis très satisfaits. Les inspecteurs continuent de suivre Joel. On s'est aperçu qu'il apprenait à piloter un hélicoptère. Il s'est avéré qu'il payait ses cours avec des billets de $100 tout neufs. Où est-ce qu'il trouvait cet argent? À ce moment-là, Dana n'avait pas encore touché son héritage, mais il gérait l'argent de sa grand-mère. En effet, Dale et Glee ont placé $400 000 sur un compte pour la grand-mère de Dana. Il retirait régulièrement de l'argent de ce compte et quelques jours plus tard, Joel Radovjic payait une somme similaire pour ses cours de pilotage. Au printemps 1993, les inspecteurs ont 2 suspects dans le triple meurtre d'une riche famille de Fresno. Ils pensent que Joel Radovjic, 22 ans, a abattu Dale Ewell, sa femme Glee et leur fille Tiffany. Mais la police soupçonne Dana, le fils des Ewell, d'avoir orchestré cet assassinat. Dana Ewell est obsédé par l'argent. Il est riche et il veut que tout le monde le sache. Or, ce crime profite à une seule personne, lui. Le hic, c'est qu'il a un très bon alibi. Il n'est pas à Fresno au moment des meurtres. Les enquêteurs cherchent donc des preuves incriminant Dana Ewell, qui a 22 ans, et son ami Joel. On est allé voir Dana à sa résidence universitaire et je lui ai annoncé qu'on soupçonnait Joel Radovjic des meurtres. À ce moment-là, il est devenu livide. Il a fermé la porte et 10 minutes plus tard, il est sorti par l'arrière du bâtiment. Dana quitte alors le campus pour contacter Joel depuis un téléphone public. Ça n'a pas de sens. On le prévient qu'on soupçonne Joel des meurtres et même pas 20 minutes plus tard, il l'appelle chez lui à Los Angeles. Des policiers vont alors suivre Joel jusqu'à un restaurant. Il est allé parler à l'un des serveurs. On a par la suite découvert qu'il s'agissait de Jack Ponce, un ami d'enfance des Radovjic. Lors d'un interrogatoire, Jack Ponce, 24 ans, reconnaît avoir eu une arme du même calibre que celle utilisée dans l'affaire Ewell. Quand on a découvert que Jack avait eu un fusil de calibre 9 mm, on s'est rendu dans l'armurerie qui lui avait vendu cette arme et on s'est procuré le même modèle. Ensuite, la police scientifique a tiré le même type de balle avec ce fusil. Or, elle portait les mêmes marques que celles prélevées sur Glee.
Les inspecteurs possèdent alors suffisamment d'éléments à charge contre Joel et Jack, mais c'est Dana qu'ils veulent inculper. C'est Dana qu'ils voulaient arrêter. C'était leur objectif. Dans cette affaire, on a une multitude d'éléments qui viennent s'imbriquer. L'aspect financier, les photos, le fait que Dana et Joel ont été vus ensemble, les appels téléphoniques. On a donc décidé de retracer toute la chronologie. On a pris un énorme rouleau de papier, on y a tracé une longue ligne, et puis on y a inscrit les différents éléments par ordre chronologique. En mars 1995, presque 3 ans après les meurtres, le procureur émet un mandat d'arrêt contre Dana Ewell, Joel Radovjic et Jack Ponce. On a décidé d'arrêter Jack Ponce en premier, parce qu'on pensait qu'il n'avait pas vraiment participé et que par conséquent, il serait plus bavard que les autres. Pour échapper à une condamnation pour meurtre, Jack passe aux aveux. Jack nous a avoué que Joel lui avait demandé de lui acheter une arme. Puis par la suite, Joel lui avait tout raconté et lui avait confié un sac contenant une arme démontée. Ils l'ont jeté par petits bouts le long de l'autoroute entre Los Angeles et Fresno. Jack nous a montré tous les endroits où il avait jeté des pièces de l'arme, mais on n'a rien trouvé, sauf au dernier emplacement, un terrain vague où il avait enterré le canon. J'étais au milieu de ce terrain vague et je lui ai demandé où il l'avait enterré. Il m'a répondu « par ici ». Effectivement, le canon était juste sous nos pieds. On n'a presque pas eu à creuser. Cette découverte, c'était très important dans cette affaire. On allait pouvoir coincer les deux autres. Joel Radovjic est arrêté le 1er mars. Dana se rend à la police le lendemain. Tous deux sont inculpés pour triple meurtre avec préméditation. Les autorités bloquent les comptes de Dana, dont la défense sera confiée à un avocat commis d'office. Nous allons assurer la meilleure défense possible pour M. Ewell. Le 7 avril 1995, Joel et Dana plaident tous les deux non coupables. Dana Ewell a nié être impliqué de quelque manière que ce soit dans le meurtre de ses parents. Presque 3 ans plus tard, s'ouvre enfin le procès de Dana et Joel. L'avocat de Dana accuse alors Joel Radovjic et Jack Ponce. Monsieur Ponce a avoué avoir acheté le fusil et enterré le canon. Ils ont affirmé que Joel avait préparé ce meurtre tout seul, avec Jack. Mais le procureur va appeler Jack Ponce à la barre. Jack a décidé de conclure un marché avec le procureur et il a raconté tout ce que Joel et Dana lui avaient demandé de faire. En échange de son témoignage, Jack Ponce bénéficie d'un non-lieu. De plus, les jurés croient son témoignage. Les jurés déclarent l'accusé Dana James Ewell coupable de violation de l'article 187 du Code pénal, coupable de meurtre. Joel Patrick Radovjic, coupable de violation de l'article 187 du Code pénal, coupable de meurtre. Quand le jury les a déclarés coupables, ça m'a beaucoup soulagé. C'était une vraie victoire. On va peut-être enfin pouvoir faire notre deuil. Toute cette affaire a été très dure pour nous, mais la justice m'a redonné confiance. On a tous ressenti à la fois de la tristesse et du soulagement. Ce verdict n'allait pas nous rendre Dale, Glee et Tiffany, mais au moins on pouvait se dire que le coupable allait payer. À la lecture du verdict, Dana va s'exprimer pour la première fois depuis le procès. J'aimais mes parents et ma sœur de tout mon cœur. Nous étions très proches et heureux. J'aimerais pouvoir quitter cette salle et aller retrouver mon père, ma mère et ma sœur pour toujours. Dana et Joel sont condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Ça ne l'a pas fait pleurer. D'ailleurs, on n'a jamais vu Dana Ewell verser la moindre larme. Enfin, peut-être que quand il a passé sa première nuit dans la prison de Corcoran, il a enfin pleuré. Contacté par notre équipe, Dana continue de clamer son innocence. Il déclare « La police a voulu me faire passer pour un fils avide de richesse et d'héritage, et elle a passé 3 ans à monter un dossier contre moi, alors que je suis innocent. Par conséquent, le jury m'a condamné sans connaître tous les éléments de l'affaire. » L'argent peut vous monter à la tête. Et quand cela devient une obsession,
On perd tout sens moral, même au point de commettre un meurtre. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé ici. C'est particulièrement cruel de tuer une famille chez elle, de sang-froid, le dimanche de Pâques. L'avidité est un défaut terrible. Nous voudrions pouvoir remonter le temps et empêcher ce crime. Mais c'est impossible. Dans les communautés plutôt riches, il y a forcément des inégalités. Quand on a moins d'argent et qu'on côtoie des gens privilégiés, ça crée des tensions. Or, ce genre de situation peut pousser les gens à des gestes disproportionnés pour montrer qu'ils sont puissants. La Joya en Californie. Ses plages de sable fin, ses boutiques de luxe, ses villas de millionnaires et son taux de criminalité exemplaire. On est début 2007 et la ville n'a pas connu un meurtre depuis 5 ans. La Joya est l'une des villes les plus riches des États-Unis. Elle porte bien son nom, qui veut dire joyau en espagnol. Les stars de cinéma y achètent des résidences secondaires. C'est une banlieue très sélecte de San Diego. Mais la petite ville n'accueille pas que des millionnaires. Seth Cravens est issu d'une famille mormon de la classe moyenne. Il a 13 frères et sœurs. Il a un air de petit vaurien. C'est le genre d'ado qui semble toujours immature. Et sur le terrain de football, Seth ne fait pas semblant. Il mesurait 1,82 m pour 100 kg, donc il avait une sacrée corpulence. Sur le terrain, il était plutôt du genre à ruer dans les brancards. Il ne reculait pas face aux adversaires. Il baissait la tête et il fonçait. Avec 4 de ses amis, Seth forme la bande du Rocher aux Oiseaux, en référence à une île de la région. Les 5 jeunes gens se font une réputation de voyous. Quand ils sont arrivés au lycée, ils avaient tous des comportements à problème. Ils étaient bagarreurs. C'était des fêtards. Ils boivent beaucoup, ils font la fête. Ils se font virer des boîtes parce qu'ils frappent les gens qui sont en train de danser. Mais ça fait partie de l'image qu'ils veulent se donner en tant que bande. J'allais dans le même lycée qu'eux, et c'était des brutes. Ils me raquettaient, ils tabassaient mes amis. Nigel Coanui vient d'Hawaï. En 1991, suite à un ouragan, il s'installe à La Joya avec ses 2 frères. Après l'ouragan, ma mère a voulu venir ici pour qu'on mène une vie plus confortable. Tout comme les Cravens, les Coanui ne font pas partie de la haute société. La Joya, c'est un endroit très particulier, c'est plein de familles qui ont beaucoup d'argent, et c'est pas évident pour les jeunes, parce qu'il faut faire bonne figure. Vous avez des ados de 16 ans qui ont des BMW, mais nous, on n'a pas été élevés comme ça, on était très pauvres. Le cadet des frères Coanui est un prodige du surf. En arrivant à La Joya, il s'est dit « L'eau est pas très chaude, mais ça devrait le faire ». Il s'inscrivait à des compètes. Il s'était même dégoté un sponsor. Il adorait surfer et il allait bientôt passer pro. Pour moi, le surf, c'est une passion. Je t'assure, ce sera toujours ma passion. Et même si j'arrive pas à en vivre, j'arrêterai jamais. L'enquête indique que le 24 mai 2007, Emery, qui a 24 ans, emmène sa petite amie Jenny Grasso boire un verre au La Joya Brew House. Ce soir-là, Seth Cravens et sa bande sont également présents, comme le montre cette vidéo. Vive la bande du Rocher! Emery Coanui connaît toute cette bande, y compris Eric House, alors âgé de 20 ans. À un moment donné, ils se sont bousculés. Emery et Eric se sont tous les deux retrouvés avec de la bière sur leurs vêtements. On ne sait pas lequel des deux s'est énervé en premier. Mais toujours est-il qu'ils ont commencé à se disputer. L'un des videurs a alors demandé à Emery de sortir. Emery est donc sorti du bar, suivi de Monsieur House et Monsieur Cravens. Ils se sont mis à le provoquer alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Bref, Emery Coanui a rejoint sa voiture et Jennifer Grasso l'a ramené chez lui. Apparemment, pendant le trajet, il a appelé Monsieur House, donc la dispute a continué. Bien entendu, les 2 jeunes gens les ont rapidement rejoints et ils se sont battus.
Selon la police, Emery a pris le dessus sur Eric House. Il lui a même cassé une dent. Le reste de la bande vient à la rescousse d'Eric, suite à quoi Emery se retrouve à terre. Emery réussit enfin à se relever. Il se tourne vers Seth Cravens et lui dit « Tu crois pouvoir me tabasser devant chez moi ?» Les rapports de police indiquent qu'à ce moment-là, Seth donne un coup de poing à Emery qui tombe en arrière. Emery tombe sur le bitume, au milieu de la route. Et au moment où son crâne heurte le sol, rien qu'au bruit, tous les témoins devinent que la situation est très grave. Les gens du quartier appellent les secours. Police secours. Je viens de voir un type se prendre un coup de poing très violent. Je pense qu'il est blessé. Police secours. Il y a un type par terre. Il a l'arrière du crâne qui saigne. Voyant qu'Emery a perdu connaissance, toute la bande s'enfuit, à une exception près. L'un des suspects est resté sur les lieux du crime, Eric House. Il semblerait qu'il ait perdu une dent pendant la bagarre. Et tandis que les autres prenaient la fuite, il est resté sur place, suite à quoi il a été placé en garde à vue. Le 25 mai 2007, au petit matin, une bagarre éclate entre Emery Coanui, alors âgé de 24 ans, et 5 autres jeunes gens de la ville côtière huppée de La Joya en Californie. Les rapports de police indiquent qu'après avoir reçu un coup de poing de Seth Cravens, 21 ans, Emery se retrouve à l'hôpital avec 3 fractures crâniennes. En plein milieu de la nuit, on m'annonce que mon frère est dans le coma. Quand je l'ai vu sur son lit d'hôpital, j'ai pas arrêté de me demander comment, dans une ville aussi riche, quelqu'un pouvait faire ça. Emery subit une longue intervention chirurgicale. Mais il succombera à ses blessures 4 jours plus tard. Il souffrait d'un édème cérébral trop important. Alors les médecins ont dû le placer sous respirateur. Ses parents ont donc dû prendre une décision terrible. Mais comme il n'avait aucune chance de sortir du coma, ils ont décidé de le débrancher. Emery décède le 28 mai 2007. On a réexaminé les lieux du crime et on a réinterrogé les riverains. Seth Cravens est rapidement apparu comme le principal suspect. En effet, c'est lui qui avait frappé Emery, avant que ce dernier ne se blesse mortellement le crâne en tombant par terre. Mais les autres suspects étaient également impliqués, donc on les a tous arrêtés pour meurtre. Seth Cravens, Eric House, Matthew Yonke et Orlando Osuna font partie de la bande du Rocher aux Oiseaux. Ils sont tous les 4 inculpés pour homicide volontaire. Un autre de leurs amis, Hank Hendricks, sera par la suite accusé du même chef d'inculpation. C'était complètement dingue de voir que ces gamins qui avaient grandi dans un milieu aussi privilégié se retrouvaient mêlés à un meurtre. Peut-être qu'ils utilisaient la violence comme marque de puissance à la place de l'argent. C'est possible. Parallèlement, les proches d'Emery organisent une cérémonie en son honneur, selon la tradition hawaïenne. Ils ont organisé une cérémonie très émouvante. Au moment du coucher de soleil, ils sont tous allés à la mer sur une planche de surf et ils ont formé un cercle. Ils ont jeté des fleurs à l'eau et ils ont prié pour lui. Ils lui ont dit « Aloha ». Ses amis nous ont raconté des anecdotes. C'était super. Le 27 juin 2008, 4 des 5 accusés négocient un chef d'inculpation réduit. Osuna, House et Yonke plaident coupables d'homicide involontaire. House et Yonke sont condamnés à 210 jours dans la prison de San Diego. Osuna, lui, écope de 349 jours. Quant à Hendricks, il plaide coupable de complicité après les faits, ce qui lui vaut 90 jours de prison. Les 4 peines sont assorties d'une mise à l'épreuve de 3 ans, mais Cravens, auteur du coup fatal, ne bénéficie pas des mêmes conditions. Il ne risquait pas de négocier avec Seth Cravens. Il faisait une fixation sur lui. Le procès de Seth s'ouvre le 27 octobre 2008. Entre-temps, la police découvre qu'avec sa bande, il est impliqué dans d'autres altercations. Les médias ont beaucoup relayé l'affaire.
Et du coup, on a commencé à recevoir une multitude d'appels de gens qui avaient été agressés par les suspects. Et puis, en réexaminant certaines plaintes, je me suis rendu compte que les agresseurs correspondaient à cette bande. En plus du meurtre d'Emery, Seth Craven s'est retrouvé accusé de 10 agressions supplémentaires. L'argument du procureur, c'était que ses penchants pour la violence indiquaient un comportement malveillant. En fait, pendant le procès, on a cherché à déterminer les intentions de Seth Cravens au moment où il a porté le coup fatal. Or, c'était un geste impulsif. Il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Depuis le début, la défense a expliqué que ça pouvait arriver à tout le monde. Je comprends bien leur argument, mais ce n'était pas la première fois que Seth Cravens frappait quelqu'un. Et cette fois-ci, ça s'est très mal terminé. Les jurés ne risquent pas d'éprouver de la compassion pour lui. Un jeune homme a été tué, ses proches sont dans la salle, et les accusés sont des délinquants notoires. Le 18 novembre 2008, les jurés annoncent leur verdict. Seth Cravens est reconnu coupable d'homicide volontaire et de 7 autres chefs d'inculpation. Le jeune homme de 23 ans est condamné à 20 ans d'emprisonnement. C'était une manière de mettre un terme à un comportement violent. En décembre 2009, les autres condamnés bénéficient d'une libération anticipée. Hendricks part étudier dans le New Hampshire, tandis qu'Osuna, Yonke et House retournent à La Jolla. Quand on est condamné à une période de mise à l'épreuve, il y a un certain nombre de règles à respecter. En l'occurrence, les condamnés n'avaient pas le droit de se fréquenter, ni de se rendre dans les lieux qui vendent principalement de l'alcool. Or, un soir, Jenny Grasso, notre principal témoin dans l'affaire du meurtre, retrouve des amis dans un bar pour fêter un anniversaire. Et là, elle aperçoit 2 des condamnés, l'un à côté de l'autre. C'était contraire à 2 des conditions de leur mise à l'épreuve. Alors Jenny a prévenu la police. Le juge en avait assez de cette bande, donc il les a renvoyés en prison. En janvier 2010, Osuna, Yonke et House sont condamnés à 3 ans d'emprisonnement pour violation de leur mise à l'épreuve. C'est vraiment stupide, presque autant que de tuer mon frère. On leur donne une deuxième chance et ils retournent en prison. Ils se sont attirés des ennuis parce qu'ils faisaient la fête et qu'ils buvaient de l'alcool, mais apparemment, ils n'ont pas retenu la leçon. Quand on est confronté à ce genre de comportement anormal, violent, haineux et malveillant, on cherche une explication. Ils n'ont pas fait ça pour l'argent. Il n'y avait pas de trafic de drogue. C'était même pas une histoire de territoire. Simplement, ils voulaient passer pour des caïds. Et ils aimaient la sensation que leur procurait le fait de frapper quelqu'un au visage. C'est la seule raison. Au fond, la décision de commettre un meurtre correspond à un choix très extrême, qui dépend de chaque individu, de ses problèmes psychologiques et de ses motivations. Mais en fin de compte, ce n'est jamais l'argent qui provoque ces meurtres. Ces gestes sont dus à une erreur de jugement infinie. Donc en théorie, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui est intéressant dans ces affaires, c'est que même des gens très riches peuvent succomber à cette erreur de jugement et prendre cette décision extrême, qui conduit au geste le plus horrible qui soit.